Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce samedi 1er août 2026. Alors aujourd'hui je fais la vidéo un peu plus tôt parce que j'ai quelqu'un qui va venir m'aider pour faire un petit peu d'électricité. Il arrive à 8h, donc il faut que je me dépêche à finir tout avant 8h. Donc j'ai fait juste la vidéo sur le canal VIP et la vidéo YouTube là. Et donc après on se retrouvera bien sûr ce soir pour l'analyse Monthly. Donc pour l'instant on a une cryptomap toute rouge parce que hier c'était un petit peu correctif. Alors ce matin, vous voyez, c'est quand même un petit peu vert. On a Bitcoin plus 0,33, Ethereum plus 0,41. Bon, ce matin on est, allez, on va dire en plus près des plus 1% en moyenne. Certains sont un peu dans le rouge, mais bon, la cryptomap depuis la nouvelle bougie daily de ce matin est plutôt verte, hein, même si ces dernières 24 heures ça a piqué un petit peu. Alors le marché tradi était un peu plus vert que nous clairement, malgré que certains acteurs comme SpaceX et Apple ont pris cher. Apple a fait moins 7,35 à la clôture. Mais derrière, on a eu du Amazon qui a fait plus 15, du Google quasi plus 7, qui a sauvé un peu l'effet faisceau-net de l'SP500 et du Nasdaq, qui ont clôturé dans le vert. Après, le problème, c'est que le baril repart à la hausse. On est à $88 quasi pour le Brent, le WTI 85. Les États-Unis, Washington et Téhéran ont annoncé que ce week-end, ça allait être un petit peu sanglant. Donc ça a piqué. Je pense que sur les actifs tokenisés, sur les barils, ça risque de bien pousser ce week-end. Donc pour l'instant, l'ambiance est pas top. Après, on note que il y a eu le Kospi sud-coréen, donc l'ETF de référence sud-coréen, a explosé à plus 18%. C'est du jamais vu de toute son histoire. Une bougie daily de 18%, pour vous dire que les investisseurs ici, sur les semi-conducteurs, ils sont binaires. Hein. C'est ou plus 10, plus 15, ou moins 10, moins 15. Quoi. C'est la folie. Même Taïwan, plus 10%. Personnellement, j'avais jamais vu une bougie aussi grosse pour l'ETF de référence taïwanais. C'est assez fou. Là, c'est fou ce qui se passe. C'est plus volatile le marché traditionnel que les cryptos en ce moment. C'est fou. Hein. Marché crypto, toujours ici, dans la peur. Donc bon, alors, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, c'est une bonne nouvelle d'avoir un marché plutôt dans la peur. Le pire, ça serait les gens euphoriques. Là, la correction peut être énervée. Mais vu que les gens sont dans la peur, l'extrême peur depuis tellement longtemps, et on est aussi dans des zones de peur et d'extrême peur depuis tellement de mois que bon, qu'au bout d'un moment, il faudra bien essayer de se faire un petit bottom. Alors, avant-hier, c'était beau. On a eu 233 millions, ça s'était pas actualisé quand j'ai fait la vidéo, c'était un peu plus bas. Et donc hier, par contre, il y a eu des ventes de 265 millions. Donc en gros, la semaine, bon, c'est pas folichon au niveau des ETF, parce qu'on a commencé la semaine avec moins 11, moins 49, plus 32, plus 233, moins 265. Donc on finit la semaine un petit peu dans le rouge, un léger rouge au niveau des ETF Bitcoin. Mais bon, c'est quand même rouge malheureusement. Donc c'est pas une jolie semaine, hein, clairement. Les ETF Bitcoin ont fait un petit peu d'achat, ils seront plutôt pas loin d'être positif à calculer, parce qu'il y a eu quand même moins de 32 millions de ventes, mais derrière, il y a eu quand même un peu d'achats, donc ça doit être pas autour des zéros, peut-être légèrement positif pour les ETF Bitcoin cette semaine. Les ETF Solana un peu négatif, à cause ici du 28 juillet, où ils ont vendu 18 millions, et le reste, ça n'avait rien fait. XRP vont finir la semaine un peu positif, avec hier 7,9 millions de dollars d'achat de tokens de XRP par les ETF, et Hype va finir plutôt négatif, et hier on a eu moins 1,4 million. Donc pas folichon hein, du côté des ETF pour cette semaine. De toute façon, la semaine a été pas top, hein. On finit la semaine dans le rouge, clairement. On fera l'analyse weekly de la semaine dimanche, bien sûr. Hein. Donc une petite overview. Bitcoin, bon ben après avoir atteint, c'était jeudi les 65 000, c'est la chute. Hier Bitcoin est allé chercher vers les 62 000 à peu près $500. L'SP500 en haut, donc une petite décorrélation hein, depuis jeudi avec le Bitcoin qui chute et la bourse, vous voyez, qui monte. Le gold et l'argent sont plus corrélés au Bitcoin avec une chute depuis aussi mercredi. Le Brent qui pousse. Hein. Vous voyez là, c'est pas très joli. Hein. Sur le spot, on a fini à $91 ici, $86. Donc c'est pas très beau. Ça repart à la hausse parce que les conflits repartent à la hausse. Bon, le dollar qui est tombé. Alors un dollar qui évolue naturellement, il aurait poussé hein, avec le baril qui pousse, les actions qui font un petit peu n'importe quoi. Le dollar aurait poussé, mais là le dollar s'est fait vendre. Hein. Et ici, attention, par contre, les rendements on pousse à la hausse assez méchamment. Et ça, c'est pas top. Je vais en parler. Alors, au niveau calendrier économique, donc hier matin, on a eu Tokyo, la banque centrale, qui a gardé son taux inchangé. J'en ai parlé tout ça dans la vidéo de hier matin. Je vais pas y revenir. On a eu juste l'inflation européenne qui est sortie. Bon, plus haut que le mois dernier. On passe de 2,8 à 2,9% pour l'inflation générale, 2,4 à 2,5% pour l'inflation sous-jacente, donc sans l'énergie, la nourriture. Le fait que l'inflation remonte, la Banque centrale va se dire, est-ce qu'on ne doit pas refaire une hausse de taux, je pense. Hein. Surtout que le conflit Hormuz, on se dit que c'est un conflit sans fin. Le baril va sûrement repousser. Donc ça, c'est clair que ça alimente les pressions inflationnistes et des doutes sur des potentielles hausses de taux à venir. Hein. Bon,
Donc peut-être que la Banque centrale européenne, si la Banque centrale américaine monte ses taux en septembre, peut-être qu'elle mettra une nouvelle couche de hausse de taux. Bon, donc pour l'instant on a eu que ça, et après pour la semaine d'après, j'en parlerai ce week-end, vous inquiétez pas. Pour l'instant, on avance sur le calendrier prévisionnel des taux directeurs. Alors, toujours une hausse de taux prévue pour septembre et après une autre pour 2027. Si le baril continue de monter, les probabilités de hausse de taux pour la Banque centrale américaine monteront, tout simplement. Au niveau earning, donc hier on finit la semaine avec du Exxon, du Cameco, du Moderna et puis d'autres, pas mal aussi de earnings sud-coréens. Samsung qui a fait un super bilan, qui a fait plus 10%. Il y a plein, tout ce qui est sud-coréen, comme on voit ici, tout a poussé. Plus 10 ici pour Samsung, plus 10 pour Mediatek. On a ici Taiwan Electric Wire fait plus 12% quasi. DL Eco aussi nous fait plus 8, plus 12 pour Mando. Bon, vous voyez, plus 10 aussi pour Lightech. C'est quoi des grosses perfs de chiffres, C'est ou deux chiffres dans le rouge, deux chiffres dans le vert. C'est la folie. Du côté des États-Unis, Chevron a mis un bilan plutôt vert. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Sony aussi un bilan plutôt vert. On a, j'ai vu Mitsubishi aussi qui fait plus 7,50%. Engie aussi qui pousse. Qu'est-ce qu'on avait d'intéressant? Crédit Agricole, que ce soit la filiale aux États-Unis ou la filiale française, a poussé. Vous voyez, plus 2% avec un bilan plutôt vert. Et on avait quoi d'intéressant? J'avais vu du Siemens aussi, un bilan plutôt vert, un peu de statu quo sur l'action. Et aussi Moderna qui doit être quelque part par là. Voilà, Moderna aussi qui se prend un peu une cartouche. Un bilan bon, mais des projections pas top, donc une petite cartouche. Bon, voilà un petit peu pour tout ce qui s'est passé pour les earnings de hier. Donc ce matin, petit Bitcoin qui reprend les 63 000 $, alors qu'hier on a touché vers les 62 000. C'était une petite purge. Alors allez voir la vidéo sur le canal VIP ce matin. C'est pas très très joli. Ça fait 2 jours qu'on avait mis que la structure était baissière et finalement elle a bien baissé. Donc la structure nous avertit déjà il y a déjà 2 jours que ça allait chercher plus bas. Donc elle nous a pas menti. Ça pique un petit peu. Ça va chercher du long tout simplement. Parce que d'un côté, on a un rebond assez méchant du côté du sud-coréen. Donc tout ce qui est tech IA a explosé à la hausse. Pourquoi ça explose à la hausse? J'en parle justement dans la vidéo hier matin, mais c'est parce qu'on a Microsoft qui a fait un super bilan avec l'IA. On a Amazon qui a fait un super bilan aussi avec l'IA. On a Samsung et HK Hynix aussi qui montrent un super bilan avec l'IA. Donc tout de suite, ça a ravivé un peu la flamme des investisseurs pour l'IA et les semi-conducteurs. Et boum, ils se sont mis un petit peu à racheter tout ce qu'ils avaient vendu ces derniers temps. Sachant que le Kospi a fait quasi plus 18%. On n'avait jamais vu une bougie verte aussi grosse sur le Kospi sud-coréen. C'est comme si l'SP500, le Nasdaq, faisait sa bougie la plus grosse de tous les temps, vous voyez. Donc, ils sont comme quoi il y a de l'appétit énorme pour l'IA et les semi-conducteurs. Les investisseurs veulent juste être rassurés. Et le problème, c'est quand ils sont mis à racheter en masse, que ce soit pour la Corée du Sud ou que ce soit même pour un peu les États-Unis, ça nous a un peu aspiré, je pense, des liquidités. Il y a une petite rotation de capitaux inverse, vous voyez, où ça s'est détourné un petit peu des cryptos pour aller chercher les semi-conducteurs sud-coréens. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on avait vu aussi ces derniers jours qu'on a eu le contraire. Lorsqu'il y a eu une grosse vente du Kospi, il y avait eu du vert sur les cryptos. Pourquoi? On a des chiffres. On a le plus gros échange sud-coréen lorsque le Kospi avait pris en 2 jours moins 30, qu'a vu ses achats d'USDT bondir de 600%. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire le Kospi qui explose à la hausse, il y a eu de la vente de l'USDT pour revenir sur le marché tradi, donc de la vente aussi des cryptos. Donc tout est lié, clairement. Voilà. Donc on a aussi la société de courtage QCP Capital qui nous dit les actions du secteur des semi-conducteurs ont mené à la fois la chute des ventes et la reprise qui a suivi, reflétant la forte exposition de l'indice au cycle mondial de l'IA et des puces mémoire. Clairement, c'est l'IA et les puces qui drivent les marchés mondiaux en ce moment à coup de 2 chiffres, plus 10 ou moins 10. Bon. Ils nous disent que l'activité trading sur le marché des cryptos a augmenté avec les fluctuations du Kospi, nous confirme ce que je vous dis, et ça met en évidence une relation assez forte entre la liquidité des cryptos et les positionnements sur les actions tech. Clairement, c'est complètement lié. Maintenant, on a fini un mois de juillet à plus 8,47%, plus 8,5%. C'est dans la norme. La médiane pour juillet, c'est plus 8,5% à peu près. Donc bien dans la norme. Le problème, c'est que août, c'est moins 7,5% la médiane. Donc les investisseurs s'attendent à un mois d'août tout pourri parce que le mois d'août est souvent moche, quoi. Et donc aussi on a eu un peu de vente hier parce que certains se disent bon allez le mois d'août il arrive, il va être pourri, on vend avant tout le monde. Même si ça a corrigé parce que le Kospi comme il a explosé, je pense qu'il y a eu une petite rotation de capitaux. Il y a tout ça qui s'est additionné, en gros c'est plein de choses ensemble. Donc est-ce qu'on va vers un mois d'août tout pourri? Bon, pour l'instant, 1er août, c'est pas folichon. Par contre, en coulisses, il se passe quand même des jolies choses.
On a les plus grands wallets Bitcoin qui ont commencé à accumuler fin du mois, il y a quelques jours tout simplement. Donc c'est les baleines qui détiennent entre 1000 et 10 000 Bitcoin qui ont augmenté leur part. Alors leur part totale est passée de 21,11% à 21,25%. Alors c'est une petite hausse en termes de pourcentage, d'accord, mais ça fait quand même beaucoup de Bitcoin, tu vois. Et les baleines qui détiennent entre 10 000 et 100 000 avaient réduit leur exposition depuis le 22 juillet. Avec le conflit qui reprend tout ça. Par contre, elles ont remonté un petit peu à la fin du mois pour racheter. Donc les deux baleines ici, tu vois les courbes bleues et oranges, c'est les deux grosses baleines, elles sont entre 10 000 et 100 000 et entre 1000 et 10 000. Eh ben, ils ont augmenté depuis le 27 juillet leur exposition. Petit buy the dip. Et en gros, ces deux groupes ensemble ont acheté 40 100 bitcoins depuis le 27 juillet. Ça correspond à 2,6 milliards de dollars. Donc Bitcoin est quand même bien défendu. Hein. C'est en 4 jours, il y a eu 40 000 bitcoins achetés. Donc moi je trouve ça assez en 4 jours, oui même 3 jours. Hein. C'était juste le 27, 28, 29. Hein. Et 30. Bon, donc très intéressant de voir ça, comme quoi en coulisses ça achète pas mal de Bitcoin. Dans les dérivés, ça va dans le même sens. On revient ici de la société d'analyse s'appelle Sentiment, qui nous dit qu'il y a une divergence entre les baleines et les investisseurs particuliers. Parce que les gros investisseurs sont plus exposés en long que les investisseurs particuliers qui sont plus sur la défense dans la peur. Donc c'est une petite divergence haussière, comme ils nous disent, où en gros ça montre qu'il y a une conviction du côté des grosses baleines qui sont exposées en longue sur les marchés, donc qui sont plus exposés, qui pensent qu'il va y avoir un marché qui va repartir à la hausse dans pas longtemps, tandis que les particuliers sont plus dans la peur et eux, c'est plutôt le contraire. Donc c'est plutôt une bonne news de voir ça. Autre chose aussi intéressant, ça y est, on a la réponse par rapport au yen. Vous voyez, ces derniers jours, on avait vu que le yen avait explosé à la hausse, le dollar s'était éclaté tout par terre, et il y a plusieurs acteurs qui ont fait des choses. Et là, vous allez rigoler. Donc, on a le Trésor américain qui est intervenu sur le marché d'échange hier. Ils ont acheté du yen. Donc, en gros, tu as la Banque centrale du Japon qui, elle aussi, a acheté du yen. Et comment ils ont acheté du yen? Ils ont vendu des dollars. Sachant que le yen a son plus bas niveau depuis 40 ans, et donc, faut faire quelque chose. Parce que le problème, c'est quand le yen bas niveau, ça augmente les pressions inflationnistes, parce que les importations, si ta monnaie vaut moins quand tu vas importer, donc acheter des choses pour ton pays, tu vas acheter plus cher parce que ta monnaie vaut moins. Et donc ça, c'est complètement inflationniste, que ça veut dire que tu vas répercuter à la hausse, vu que tu achètes plus cher quand tu achètes à l'étranger, ça va se répercuter après à la fin. C'est très inflationniste. Donc la Banque centrale du yen a fait quelque chose, et la Banque centrale japonaise a vendu, tiens-toi bien, pour 58,93 milliards de dollars pour acheter du yen. C'est pour ça que le dollar, il s'est éclatouillé par terre. Et là où tu vas rigoler, c'est que la Banque centrale c'est la Banque fédérale de New York, de réserve de New York exactement, qui se dit, oh mon Dieu, le dollar, il s'éclate par terre, nous, bon, on n'aime pas trop ça. On va faire quelque chose aussi pour aider le yen. Et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va vendre? D'après vous, on va vendre des euros. Et oui, donc la Banque fédérale de réserve de New York a vendu des euros pour acheter du yen. Ils se sont dit, Robert, c'est quoi la monnaie la plus pourrie qu'on pourrait vendre pour du yen? Il nous reste plein de euros. Ah oui, vire-moi cette merde. Et donc, boum, ils ont vendu des euros pour acheter du yen. Oui, parce ils se disent, oula, attends, la banque centrale japonaise, elle est en train de nous défoncer le dollar. Nous, on va aider à faire remonter le yen, mais on va pas vendre du dollar, tu vois. On va vendre autre chose. Bon. Et donc, le Trésor américain aussi a informé plusieurs banques, que ce soit du JP Morgan. Alors, la plupart du temps, c'est Goldman Sachs et Morgan Stanley qui font ça, pour soutenir les prêts pour des futures actions. Il nous reste encore des euros. Oui, on a plein de cette. Ok, on va le dégager. Bon. Donc, c'est assez marrant de voir ça. Donc, une petite escalade pour essayer de soutenir le yen. Pourquoi? Parce que un yen faible, donc ça alourdit les coûts d'importation. Ça achète plus cher à l'étranger, normal, la monnaie vaut moins. Ça accentue les pressions inflationnistes parce qu'après ça se répercute. Qui dit inflation qui remonte au Japon, dit la banque centrale qui va vouloir monter les taux, histoire de carry trade sur le yen. Tu connais ça, le yen qui est un petit peu partout dans le monde. Énormément d'acheteurs ont acheté des milliards, des dizaines, des centaines de milliards pour s'exposer. Donc ça fait, on va dire, les affaires de tout le monde que les taux restent très bas au Japon. C'est l'idée. Et voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont vendu des euros. Bon, voilà. C'était la petite note assez rigolote. Bref. Et pour finir aussi, donc les rendements obligataires qui sont un peu dans le cœur du sujet en ce moment, qui explosent à la hausse. Par exemple, on n'avait pas vu le 30 ans américain, donc le rendement de 30 ans des obligations américaines, on n'avait pas vu un niveau si haut depuis 2007. C'est pour dire que bon. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des vagues de vente assez énervées de bons du Trésor américain, d'obligations d'État américaines, donc depuis pas mal de mois. Quand les obligations sont vendues, c'est que les investisseurs réclament des rendements plus élevés. Ils vendent leurs obligations sur le marché secondaire, on veut plus ça, les rendements, par exemple, moi j'ai une obligation américaine, les rendements sont trop bas, je perds de l'argent
d'argent parce que l'inflation est trop élevée, je dégage ça et ça fait monter les rendements. C'est-à-dire si l'État veut lever et fournir veut inonder les marchés de bons du trésor, il faut qu'ils suivent les rendements sur le marché, donc les rendements sont élevés. Et ça fait pas les affaires des gouvernements parce que si les rendements montent sur le marché, ça veut dire que ça coûte un peu plus cher s'ils veulent vendre encore des obligations et s'endetter, clairement. Là. Et c'est ce qui se passe aussi en France, qu'on a dépassé les 4%, on en a parlé la semaine dernière. Pour l'instant, on a un peu baissé. Et donc, avec des taux si élevés, ça met des pressions sur les actifs à risque, tu vois. Notamment, ici, on a une analyse assez intéressante qui vient de Glassnode, c'est que là, pour la première fois depuis 2019, c'est plus rentable d'acheter des obligations d'État américaines avec des rendements aussi hauts que dans les crypto-monnaies. Voilà. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était en 2022. Voilà. Et 2022, ça a été le bottom, mais ça a duré quelques semaines, quelques mois. Voilà. Donc là, tu vois, ça a duré 160 jours en 2022. Là, on est à 157 jours. On n'est pas très loin. Donc c'est pour ça que quand je vous dis toujours, les rendements élevés, ça met une pression parce que les investisseurs, au lieu d'aller vers les actifs à risque où ils disent c'est pas sûr que je vais gagner des sous, si je l'achète du 10 ans, du 20 ans, du 30 ans, je peux gagner 4-5% en faisant rien du tout. Donc c'est plus intéressant. Voilà. Donc on a une vente massive d'obligations. Pourquoi ? Parce que comme d'habitude, la même narrative. Hormuz, les matières premières, l'énergie explose à la hausse, ça ravive les pressions inflationnistes, donc vente d'obligations, les investisseurs demandent des rendements plus élevés à cause de ces pressions inflationnistes parce qu'ils pricent tout à l'avance. Hein. Voilà. Donc tant qu'il y aura cette guerre en Iran et la fermeture d'Hormuz, ça continuera à mettre des pressions sur tout le monde, des pressions à la baisse sur les obligations d'État, des pressions à la hausse sur les rendements, et ça fait pas bon ménage, ça fait pas nos affaires à nous sur les crypto-monnaies et les actions. Parce que comme d'habitude, les investisseurs anticipent tout à l'avance et anticipent de la hausse d'inflation, clairement. Hein. Donc tout est anticipé des mois à l'avant. Bon, donc une situation aussi qui est un petit peu alimenté par les journaux grand public, genre des titres récents de Bloomberg. Alors, il y a des titres genre « Les obligations mondiales s'effondrent face à la flambée des prix du pétrole qui ravive la menace inflationniste » ou alors « Les rendements américains atteignent leur plus haut niveau en 2 mois, le pétrole faisant craindre une nouvelle inflation » ou alors aussi il y a des titres genre « La vente massive d'obligations s'aggrave à l'échelle mondiale, la hausse des prix du pétrole inquiétant les investisseurs ». Bon, donc c'est un discours ici qui impacte aussi le moral des gens sur le marché crypto. Quand tu vois ça, tu dis l'inflation repart. Nous, l'inflation, on n'aime pas trop et les rendements élevés, ça met malheureusement un peu de côté les marchés à risque comme les cryptos et un peu les actions. Les actions profitent, elles, du marché de l'IA et des semi-conducteurs, mais des fois on a plus 10, plus 15, mais des fois il y a moins 10, moins 15, donc c'est les montagnes russes. Donc en ce moment, c'est très très volatile. Bon, voilà les amis, cette petite vidéo news de ce matin. Je vous fais des bisous. On se retrouvera ce soir pour l'analyse monthly, vu qu'on a clôturé le mois. On va regarder tout ça. Passez une bonne journée. À ce soir. Bye bye.